Bienvenue à la table des coups cryptiques. Dans cette capsule, nous allons nous intéresser au phénomène JDR du moment, à savoir Shadow Dark RPG, jeu de rôle actuellement en financement participatif pour sa version française chez Arcane Asylum Publishing. Voici pour ma part la version originale que j'ai là dans les mains. À mon avis, vous aurez peu ou prou la même chose, j'imagine. Format A5, comme vous pouvez le voir. Un peu plus de 320 pages pour ce bébé. Beau bouquin, c'est solide, bien signé, c'est magnifique. Alors on va essayer de comprendre ensemble qu'est-ce qui a fait le succès de ce Shadow Dark RPG et surtout qu'est-ce qui fait qu'il s'est installé et continue aujourd'hui de se développer. Ce Shadow Dark, c'est le bébé de Kelsey Dionne. Elle est à l'écriture, à la maquette, aux mécaniques. Alors, et bien sûr, elle n'est pas seule, elle est accompagnée d'artistes de renom pour mettre en valeur sa proposition. Lucas Corté, Brandish Guilhem, qui lui-même est auteur d'un terrible jeu de rôle. Quand je dis terrible, c'est qu'il est très bien. Index Card RPG, qui existe en français. Elle s'est d'ailleurs inspirée de quelques mécaniques, moi je trouve, de cette Index Card. On retrouve Jesse Egan, Yuri Perkovski-Domingo pour les illustrations, Matt Moreau, Matt Ray, Mark Lyons, Abdul Latif, mais il n'en demeure pas moins que c'est le bébé de Kelsey. Alors elle a commencé le jeu de rôle quand elle avait à peu près une dizaine d'années, et elle s'est fait surtout connaître en 2017 en mettant à disposition un scénario pour Donjons et Dragons à destination de personnages de niveau 5, scénario de 24 pages, à peu près 24-25 pages, qu'elle a mis à disposition gratuitement, pensant que ça intéresserait moyennement, qui s'appelait, si je me souviens bien, The Secret of the Skyhorn Lighthouse, un truc dans le genre. Vous excuserez mon anglais complètement bidon, mais peu importe. Le fait est que ce scénario, il a été salué par les masters et par les critiques comme étant ergonomique, efficace, précis, clair, net. Un peu ce qu'on retrouve là-dedans, petit avant-goût. Et le fait est qu'elle a commencé à faire sa renommée, elle s'est créée sa communauté, sa notoriété, elle a même travaillé pour Wizard of the Coast. Alors ce qu'elle y a fait exactement, je ne saurais vous dire, mais pas une critique, hein, c'est juste que j'ai pas trouvé l'info, mais a priori elle a bossé pour Wizard of the Coast, et elle nous propose en 2023 sa version de l'OSR, sa version du jeu de rôle, sa version de l'exploration de donjons, et pas que, avec ce Shadow Dark. Alors, en premier lieu, il lui a été reproché une communication massive. Certains ont dit que le succès du jeu a reposé essentiellement sur le fait que on a eu une communication un peu rouleau compresseur, avec des influenceurs, avec des retours dithyrambiques de la part de peut-être copains, collègues, en tout cas, ou d'influenceurs, voilà. Donc, quid de la réalité, je dirais, de la proposition, le fait est que le jeu de rôle s'est installé. Donc si à l'époque on pouvait lui reprocher cette communication un peu rouleau compresseur, force est de constater que si le jeu de rôle Shadow Dark est encore là aujourd'hui et qu'il continue à se développer, comme c'est le cas, venant même chatouiller au mollet le grand-papa Donjons et Dragons, c'est peut-être qu'il y a quelque chose sous le capot, au-delà de cette simple notoriété. Eh bien, on va s'intéresser à ça. On va s'intéresser à savoir qu'est-ce qui fait la singularité de ce Shadow Dark, qu'est-ce qui fait que cette proposition captive. Première chose que l'on retrouve en deuxième de couverture, en double page, un résumé des règles du jeu. Alors, c'est assez classique dans l'OSR, aucun espace n'est perdu, mais ça raconte quelque chose d'assez fort. Ça vous dit tout simplement que ça, là, c'est pas un bouquin. Et non, c'est un outil. Voilà le message fort que ça envoie, et pour moi, ce n'est pas anodin. Et d'ailleurs, vous allez comprendre que dans l'OSR de manière générale, et dans Shadow Dark en particulier, on n'est pas là pour verser dans la littérature, on est là pour vous donner les outils pour que vous puissiez, vous, à vos tables de jeu, émuler une aventure avec son rythme, ses péripéties, et tout ce qui peut être intéressant d'explorer. Pour le système, on est dans les chaussons, on est sur quelque chose de très classique, on a nos 6 caractéristiques de base: force, dextérité, constitution, intelligence, sagesse, charisme. À ce score de caractéristiques noté entre 1 et 20 est associé un bonus ou un malus pouvant aller de -4 à +4. Je jette mon D20. Si mon D20 atteint ou dépasse le seuil de difficulté, avec bien sûr le bonus ou malus afférent, c'est réussi ou c'est raté. 1, échec critique, 20, succès critique. Voilà, vous avez la colonne vertébrale de votre système. Vous voyez, c'est pas là
que se trouve l'originalité de notre Shadow Dark, et c'est sûrement pas ça, simplement, qui fait qu'il s'est distingué et qu'il s'est imposé. Concernant les personnages que vous allez pouvoir incarner, on est sur du très classique, hein, l'humain, l'elfe, le nain, l'halfling, le demi-orc, le gobelin, et concernant les classes, le guerrier, le sorcier, le voleur, le prêtre. Voilà, on est dans les canons, je dirais, de l'heroic fantasy, plutôt de la dark fantasy, parce que vous allez le constater, le jeu est plutôt orienté dark fantasy, puisqu'on en est dans l'exploration plutôt de donjons, même si on va pas se contenter de cela, vous allez le voir. Mais voilà, c'est pas là que va se situer l'originalité, je dirais, de la proposition de Shadow Dark, bien qu'il va être assez facile finalement de créer d'autres classes, hein, et les suppléments ne s'en privent pas. Mais en tout état de cause, c'est pas là sa singularité. Par contre, on peut déjà constater, arrivé à cette 40e page, plusieurs choses. C'est que déjà, on va déterminer nos caractéristiques en jetant des dés. On n'est pas là pour avoir un contrôle absolu sur ce que l'on crée, ni sur ce que l'on joue. Je pense que l'idée, enfin, c'est pas je pense, mais de manière assez certaine, c'est construit pour être dans la dimension ludique, c'est-à-dire on va jeter des caractéristiques et puis on verra bien ce qui sort de ces caractéristiques-là. Ensuite, ça nous permettra peut-être de créer un personnage plus ou moins adapté aux caractéristiques que l'on aura obtenues. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de tables de rencontres, beaucoup de tables aléatoires, que ce soit pour déterminer des butins, que ce soit pour déterminer effectivement des origines ou même les caractéristiques des personnages, comme je viens de le dire, qui permettent d'apporter vraiment une dimension jeu et une dimension imprévue. Il faut aimer l'imprévu, se satisfaire de l'imprévu. On n'est pas là sur une proposition qui cherche à nous donner un univers encyclopédique. D'ailleurs, de l'univers, on n'en a pas, mais il cherche à nous donner une interaction avec des mécaniques de jeu, et surtout, c'est une machine à créer du jeu, hein, d'accord, par l'intermédiaire de ces tables. Autre chose de significatif que l'on peut déjà remarquer sur ces premières pages de parcours, et ça se maintient tout du long, c'est la précision et la concision avec laquelle le Shadow Dark est rédigé. La mise en page est très étudiée, c'est-à-dire que toutes les informations que l'on nous donne par thématique, on n'a jamais de saut de page malheureux. C'est-à-dire que quand je vais aborder une classe, celle-ci va tenir sur 1 ou 2 pages, et quand je dis 2 pages, eh bien ça va être évidemment les 2 pages que j'ouvre face à moi, et non pas recto verso. On est très attentif à cela. Et les paragraphes qui sont développés ici, ils sont toujours très synthétiques, très courts. C'est-à-dire que à chaque paragraphe, on va aborder une thématique, et c'est 1 ou 2 phrases qui vont nous expliquer une mécanique. Pour le coup, il n'y a rien de gras, on n'a pas un mot ou une ligne à retirer, puisque ce faisant, on perdrait de l'information. Là, on vise encore une fois, je dirais, le côté pratique, le côté ludique, on se l'approprie, c'est un outil, on ne verse pas dans la littérature. Et pour moi, je trouve que c'est une qualité. À noter que selon votre origine et votre classe, vous allez avoir véritablement des spécificités et des talents très marqués, très différents et très impactants en termes de jeu. Si je prends par exemple le gobelin, il a la capacité de ne pas être surpris. C'est pas anodin en termes de jeu. L'halfling, par exemple, lui, par rapport à l'origine halfling, tout simplement, va pouvoir devenir invisible pendant 3 tours. L'humain est ambitieux, donc il va gagner un talent additionnel au premier niveau, ce qui n'est pas rien. Et pareillement, en fonction des classes que je vais choisir, si je prends l'exemple, par exemple, du guerrier, il va avoir un arbre de talents spécifique, déjà, et il va avoir aussi des talents innés qui lui sont propres et qui ne seront pas accessibles aux autres carrières, pour bien montrer la spécificité de chacune de ces classes. Le guerrier, par exemple, il va pouvoir choisir une arme dans laquelle il va pouvoir gagner +1 à l'attaque, au dommage, mais il va aussi pouvoir choisir, par exemple, entre force et dextérité, ce qui va encore teinter le guerrier de manière un peu différente. On imagine qu'un guerrier qui a un talent basé sur la force n'est pas le même que celui qui a un talent basé sur la dextérité, et il va pouvoir bénéficier, en fonction de ces talents-là, d'une mécanique d'avantages et de désavantages. Mécanique que l'on retrouve dans l'OSR et qui est récupérée là, fort intelligemment, qu'on retrouve aussi dans Donjons et Dragons, mécanique simple, que vous connaissez, mais pour rappel, pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais tout simplement, si je suis avantagé, jeter 2 dés 20 et garder le meilleur des résultats, et si je suis désavantagé, je ferai la même chose, sauf que je garderai le moins bon des résultats. Bon, voilà, ces spécificités-là nous permettent véritablement de teinter les personnages avec des caractéristiques et des arbres de talent très différents, des pouvoirs qui ne sont pas anodins du tout, et ce qui fait qu'en termes de jeu, va y avoir un impact véritable en fonction de la classe que l'on va choisir, et on va sentir véritablement les différences qu'il y a à être un voleur, un sorcier, ou bien encore un prêtre, ou bien encore un guerrier.
Donc ça, j'apprécie particulièrement. On peut ensuite se dire c'est un petit peu restrictif au niveau des classes, mais comme je vous l'ai dit, on en crée facilement. Et surtout, restrictif, quand on a des joueurs à table, je dirais, il est intéressant d'avoir un peu représenté chacune de ces classes. On n'a pas besoin d'en avoir 50, hein. Moi, à ma table, j'ai 3-4 joueurs maximum. Je trouve qu'au-dessus, c'est pas efficace, le jeu de rôle. Enfin, en tout cas, ça se dilue. Eh bien, on a largement de quoi avoir des profils différents à table avec ces joueurs-là. Pas besoin d'en avoir trop, finalement. Moi, c'est pas quelque chose qui me gêne outre mesure. Vous noterez qu'il n'y a pas de compétences à proprement parler dans ce jeu. Non. En lieu et place de cela, vous allez tout simplement, en fonction de l'historique de votre personnage, de la situation, de son expérience, de son cœur de métier, de son origine peut-être, avoir un avantage dans une situation particulière. Eh bien, à ce moment-là, vous jetterez tout simplement un dé supplémentaire, vous maximiserez donc vos chances de réussite, et cela suffit amplement. Et c'est d'autant plus intéressant qu'en évitant de rentrer dans la liste exhaustive de compétences, tout simplement, la mécanique, je dirais, vous envoie un message fort. La réponse, elle n'est pas à l'intérieur du bouquin, la réponse, elle n'est pas à l'intérieur de la fiche de personnage, elle est, comme beaucoup d'OSR, dans l'intelligence, la réflexion, votre analyse de la situation et ce que vous allez mettre en place pour résoudre cette situation. Pour abonder dans le sens de cette mécanique qui se veut être fluide, instinctive et favoriser surtout et récompenser l'intelligence des joueurs. À partir du moment où les personnages vont explorer peut-être un point particulier de votre donjon, une bibliothèque, que sais-je, pour y trouver un piège ou bien encore un passage secret, eh bien, s'ils ont cherché au bon endroit, ils vont trouver. Donc, je dirais, on va se départir du jet de dés finalement qui n'a peu d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est surtout l'inventivité du joueur, le bon esprit, son intelligence qu'il faut récompenser. Là, encore une fois, on va pas s'alourdir de jet de dés qui serait un peu idiot à partir du moment où le personnage, je dirais, cherche au bon endroit. Ces mécaniques, cette philosophie de jeu, on les retrouve effectivement dans pas mal d'autres productions OSR, si ce n'est qu'on peut reconnaître à Shadow Dark qu'elles sont particulièrement bien présentées, bien agencées, bien maquettées, et c'est très agréable à parcourir. Là où Shadow Dark, je dirais, va se distinguer davantage, c'est dans des mécaniques qui, pour certains, ont pu être qualifiées d'anodines. Moi, je trouve qu'elles ne le sont pas. C'est notamment la mécanique de la lumière associée à celle, je dirais, de l'encombrement. Vous allez comprendre. Dans Shadow Dark, à partir du moment où vous allez explorer des donjons, vous l'aurez compris, vous allez avoir nécessité, alors donjons, catacombes ou autres, hein, en tout cas les lieux sombres, vous allez avoir nécessité de vous éclairer avec des torches. Dans beaucoup de jeux, c'est un élément plutôt anodin, on considère que les joueurs ont des torches, ils avancent, ils progressent, et parfois même on ne s'en soucie pas. Eh bien dans Shadow Dark, attention, quand vous partez en exploration, vous allez avoir des équipements. La mécanique d'encombrement, elle est assez simple. Vous allez devoir effectivement prendre des équipements qui vous semblent être nécessaires pour mener votre exploration, et vos équipements vont occuper des slots. Alors plutôt que de raisonner en termes de poids, ce qui serait fastidieux, on va raisonner en termes, je dirais, de place. C'est-à-dire que tel équipement, ça prend une place, tel autre équipement, ça va en prendre deux, et vous avez un certain nombre de places prédéterminées. Donc à vous d'intégrer là-dedans la nourriture, le sac à dos, de quoi dormir, les torches, etc. Donc déjà, équipement limité. Une fois que vous êtes dans votre donjon, il faut savoir que la mécanique de torche est assez simple, c'est qu'une heure de lumière en temps réel, en temps de jeu, équivaut à une heure de temps de jeu réel. Et là, ça devient très intéressant. Alors, c'est peut-être un petit peu artificiel, me direz-vous, mais on s'en fiche. Ce qui compte, c'est le résultat. Et le résultat, c'est que ça va être un pouce au rythme. Et je trouve ça très intéressant. Vous savez à quel point, moi, je suis attentif au rythme dans les parties de jeu de rôle. Je considère que c'est un des éléments les plus importants d'une partie de jeu de rôle pour que ce soit efficace. Et bien là, la mécanique pousse à avoir ce rythme assez trépidant. Et en plus, ça permet déjà de lutter contre ce pouvoir un petit peu absolu de « j'ai pas besoin de jeter les dés. Si je cherche un piège à un endroit où il y a un piège, je vais le trouver. » Oui, mon coco, mais t'as intérêt à choisir là où tu vas chercher et à déterminer des endroits précis de recherche, et tu ne pourras peut-être pas être attentif à tous les endroits parce que tu vas perdre du temps. Et oui, grâce à cette mécanique de 1 heure de lumière temps réel, 1 heure de lumière temps de jeu. Et là, ça devient intéressant parce que vos joueurs vont devoir faire des choix, prendre des risques, ils ne seront pas en confort. Et je trouve ça très intéressant que cette mécanique couplée de l'encombrement et de la lumière
nous mettre dans cette situation-là de jeu. Et si la lumière vient à disparaître, est-ce que c'est la fin du jeu? Point du tout, mon bon ami. La situation va se compliquer, ça c'est clair. Vos joueurs auront peut-être du mal à s'en sortir, mais ça va créer une situation de stress. C'est très intéressant, et c'est le fait de redouter cet élément-là qui est très intéressant dans l'exploration. Si ça vient à se produire, eh bien vous avez les mécaniques qu'il faut, avantages, désavantages pour gérer ces situations-là. Le stress aidant, effectivement, sachant qu'en plus, certaines créatures, elles, je ne vous le cache pas, voient dans le noir, et que vous avez aussi une mécanique de rencontres aléatoires que vous pouvez mettre en place dans les donjons qui vont être explorés, qui vont être plus ou moins, périlleuses en fonction du niveau de danger de la zone que vous êtes en train d'explorer. Mais voilà, ça crée en tout cas une tension qui est véritablement très intéressante à éprouver et à invoquer à vos tables de jeu, tension qui ne réside pas simplement sur de la menace virtuelle, mais qui se traduit concrètement par une mécanique qui la rend du coup très tangible, très palpable. Et comment progresse-t-on, me direz-vous? Eh bien de manière, je trouve, assez intéressante, en collectant des trésors, des richesses qu'il va être nécessaire d'obtenir en surmontant des dangers et des périls, vous l'aurez compris. Eh bien, ces trésors, ces richesses accumulées, ils vont pouvoir les convertir en points d'expérience au moment des intermèdes qui vont tout simplement survenir au sortir de leur aventure. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Shadow Dark, met en place une mécanique pour couvrir cet espace de jeu-là. Comment ça va se passer? Eh bien, tout simplement, vous allez voir, de retour des périls, donc du donjon, de l'exploration, de l'aventure, chaque joueur va investir de l'or dans un pot commun. Là, c'est intéressant puisqu'on va solidariser le groupe sur cette mécanique. À chaque niveau d'investissement, va correspondre à un niveau de repos. On peut aller de la nuit de beuverie à 2 semaines de fête absolue dans un village avec des nobles, des bardes en bonne compagnie où le vin coule à flot. Voilà, bon, ça va dépendre de l'or investi. Et en fonction de l'or qui aura été investi, on va avoir un bonus. Ce bonus-là, on va ensuite tout simplement le répertorier sur une table sur laquelle on va jeter un D8, et ce D8-là, pour chaque joueur, là pour le coup, donc chacun va jeter son D8, on va y ajouter tout simplement le bonus, qui aura été débloqué par le pot commun des joueurs. Donc vous avez vu, là, on les a solidarisés au départ, et cette solidarité, au départ, va se traduire par un intérêt individuel, intelligent en termes de mécanique. Ça peut aller jusqu'à plus 6, le bonus, on jette son D8, et là vous êtes récompensé. Ça peut aller effectivement de la gueule de bois, vous vous réveillez le lendemain, et puis vous avez gagné 2 XP, ou encore, vous vous réveillez, par exemple, au plus profond de la forteresse du dirigeant local, en possession d'un précieux héritage familial, mais vous entendez les bruits de pas qui approchent. Alors certes, vous avez gagné 6 points d'expérience, ce qui est plutôt pas mal, vous avez un objet de valeur en votre possession, qui vaut peut-être 90, 100 points de trésor, mais il va surtout falloir vous sortir de cette situation. Vous avez vu comme c'est intéressant, comme c'est intelligent dans la solidarité qui est mise en place, dans l'intérêt individuel que les joueurs vont pouvoir en retirer, dans le lien entre l'or investi et tout simplement les récompenses que je vais pouvoir récupérer, et aussi, quelque part, ce que ça raconte, puisque dans ce tableau, on a aussi un aspect narratif, selon le niveau d'investissement que je fais, qui va se débloquer. Et vous pouvez imaginer évidemment d'autres choses, mais vous avez compris la philosophie et ce sur quoi on veut vous emmener. Je trouve cela très intéressant. Pour mettre en action tout cela, Kelsey vous donne d'abord des conseils à vous, meneurs de jeu, des conseils que je trouve particulièrement avisés, que je ne peux pas renier, puisque c'est les conseils que moi-même je donne. Croire que Kelsey est venu sur ma chaîne pour écouter ses conseils et les mettre dans son bouquin. C'est possible, c'est possible. Alors en vrac, par exemple, elle nous dit le livre est un guide et pas une contrainte. Et évidemment, le livre est un guide, pas une contrainte, c'est une certitude. À partir du moment où une mécanique ne fonctionne pas, ça n'a pas sa place à votre table, et bien tout simplement, ou vous la changez, ou vous vous en débarrassez. Voilà, on va pas perdre de temps avec ça. Elle nous conseille aussi, par ailleurs, d'éviter, comme dirait mon ami Lestat, le roleplay d'inette. Le roleplay d'inette, c'est quoi? Ça va être quand une scène, je dirais, traîne en longueur. C'est-à-dire que toute scène, selon moi, a un objectif, a une information, une émotion, quelque chose à transmettre, une résolution. Mais une fois que l'objectif de la scène est atteint, eh bien tout simplement il faut arrêter et passer à la scène suivante. Sinon on perd en rythme et ça traîne en longueur. Eh bien c'est ce conseil-là qu'elle invoque. On met en place aussi de vrais enjeux. Imaginons un troll bloque le pont. La question n'est pas de savoir si vous allez tuer ou pas le troll. La question est de savoir comment vous allez traverser. C'est ça la vraie question. Et là c'est beaucoup plus intéressant.
Bref, des conseils que je ne renierai pas puisque je les trouve particulièrement avisés. Les principes fondamentaux aussi, et là c'est l'intelligence de la mécanique qu'elle a mis en place, c'est que les joueurs ont une action par tour. Alors ils ont droit à s'échanger quelques mots, hein, des petites choses de cet ordre-là, mais une action par tour, ce qui veut dire que leur action va être déterminante. Elle doit être déterminante. Il doit se passer quelque chose puisque le temps est compté. Rappelez-vous la mécanique des torches dont je vous ai parlé tout à l'heure, cette mécanique de lumière couplée aussi à votre package, package, peu importe, votre bagage, on va dire qu'il n'est pas extensible, hein, vous pouvez pas porter tout et n'importe quoi. Donc, tout ça, c'est fort ingénieux, ça marche bien ensemble, et je trouve que ça participe de l'ADN de Shadow Dark. Autre chose, il est important pour Kelsey qu'il y ait de la surprise, mais de la surprise autant pour les joueurs, je dirais, que pour le meneur de jeu. Et là, c'est intéressant. C'est-à-dire que elle va nous donner force table avec de nombreuses entrées. Hein. On a des fois une centaine d'entrées par table, hein, et on en a moulons des tables. Eh bien, ça va permettre de créer de la surprise, de surprendre vos joueurs, mais de vous surprendre vous aussi, meneur. Et du coup, de rentrer, je dirais, dans véritablement une aventure partagée où vous n'avez pas tout prévu. Et les joueurs sont d'autant plus captivés qu'ils savent que vous êtes quelque part plus un arbitre plutôt que quelqu'un qui va déterminer, qui va poser des choses qui vont être immuables. L'environnement devient interactif, imprévisible, et lorsqu'il prend cette saveur-là, il est d'autant plus captivant selon moi. Donc c'est fort intelligent d'intégrer ça dans la mécanique de jeu. Voilà, donc cette imprévisibilité-là, vous la trouverez avec les tables que vous allez avoir, et vous en avez beaucoup, je vais en détailler quelques-unes après. Il est important aussi d'être juste, ça je trouve que c'est très important, elle le souligne, c'est-à-dire que vos joueurs, quand vous leur demandez de faire un test, ils doivent savoir ce qu'ils risquent. À partir du moment aussi où ils sont intelligents dans leur manière de progresser, il faut les récompenser. Ils arrivent par exemple dans l'antre d'une araignée géante, s'ils progressent intelligemment, qu'ils font, qu'ils prennent les diligences nécessaires, ils remarqueront peut-être des petits détails qui vont les renseigner sur le péril qui peut leur arriver. De manière à ce que, de manière rétroactive, ils puissent se dire si j'avais été plus attentif, ou finalement ce qui m'arrive là, j'ai pu m'y préparer parce que. Voilà, vous récompensez cette intelligence-là, je trouve que c'est intéressant. Voilà, il n'y a pas de règle pour toutes les situations, encore une fois, je dirais c'est assumé et c'est voulu, parce que ça permet, encore une fois, de se concentrer non pas sur votre feuille personnage, non pas sur le bouquin, mais sur vos échanges et l'intelligence qui va émerger de tout cela pour régler les situations. Donc encore une fois, on est dans un livre là qui a vocation d'être un outil, quelque chose que l'on va jouer, et ça ne sert qu'à ça ne sert pas à être lu pour être lu, et ça je trouve ça intéressant que ça prenne cet angle-là, le jeu de rôle. Voilà, et quant à la construction du monde, oui, on n'a pas d'univers encyclopédique, on part du principe que ce monde-là, il va se construire au fur et à mesure de vos aventures, ce qui vous permet, vous, de vous lancer rapidement. Et puis, vous n'avez pas besoin forcément de développer un background énorme, quelques éléments de repère sur ce qui se passe, sur pourquoi vos joueurs vont s'imbriquer, vont rentrer dans cette histoire-là. Ça suffit. Et le reste peut se construire au fur et à mesure. D'autant que là, un monde, pour ceux qui attendaient un monde, il y en a un en VO, qui est en cours de création, qui est en financement participatif, et mon petit doigt me dit que si la version française de Shadow Dark fonctionne bien, on devrait pouvoir récupérer, nous aussi, cet univers-là. Voilà, donc toutes ces mécaniques-là sont très intéressantes pour émuler, pour faire vivre, je dirais, l'expérience Shadow Dark, que je trouve, pour le coup, très efficace. Autre chose aussi, on va avoir beaucoup de tables dans ce bouquin-là. Et encore une fois, pour certains, ils ont dit, oui, il y a beaucoup de tables, c'est bien beau les tables, c'est pas essentiel d'avoir toutes ces tables. Que nenni. En fait, c'est hyper important, moi, je trouve, d'avoir toutes ces tables, parce que c'est là où on va rentrer dans cette fameuse improvisation, ces événements aléatoires-là, qui sont des petites pépites, des petites bulles de bonheur. C'est-à-dire que vous allez avoir des tables pour tout. Par exemple, vous avez un tableau avec une centaine d'entrées pour savoir qu'est-ce qui se passe. Vous êtes dans votre scénario, petit coup de mou, vous voulez relancer un peu le truc, jetez un dé 100, et par exemple, comme amorce, il peut y avoir une femme qui vous tend un chat noir et qui disparaît. Intéressant ça. Une étoile qui apparaît dans le ciel en pleine journée.
le sol qui tremble, voilà, peu importe, ces petits événements aléatoires-là qui vont tout simplement apporter du rebondissement et du relief à vos parties. C'est intéressant, ça. Alors c'est sûr, ça vous met, vous, meneur, dans une posture qui est un peu différente. Vous n'êtes pas dans les chaussons d'un scénario très linéaire. Mais pour autant, c'est pas très compliqué d'improviser sur ce qui peut se passer là-dessus. Et puis, ça s'improvise très facilement. Et n'oubliez pas que si vous voulez vous cantonner à l'exploration du donjon, vous avez toujours votre plan de donjon, vous avez toujours votre mini-aventure assez fermée qui vous permet finalement de garder un contrôle effectif assez facile sur ce qui se passe. Mais pour autant, vous pouvez vous laisser aller à ces petits événements imprévus-là qui vont redonner du sel et relancer votre scénario et vous surprendre, vous, meneur. Et ça, c'est intéressant. Et je vous assure que c'est pas si compliqué que ça. Il suffit tout simplement de s'y prêter un peu pour se rendre compte que c'est pas si compliqué, que ça marche, que vos joueurs accrochent, que ça n'a pas besoin d'être très compliqué. Vous avez des tableaux pour tout, des tableaux pour des rumeurs. Voilà, vous voulez savoir, tiens, si vos joueurs vont être intéressés par un futur scénario, jetez une rumeur, plus d'une centaine d'entrées. Exemple, l'église de Saint-Héracnis paiera le prix fort pour le retour de cette relique. Ça suffit, vous avez votre pitch. Des champignons d'une grande valeur poussent dans cette crypte. Allons voir. Un seigneur local est coincé en haut de sa tour. Peut-être une belle récompense. Machine à pitch, vous voyez. Après, vous pouvez broder là-dessus. Mais c'est très intéressant d'avoir ces tableaux-là, parce que dans ces tableaux-là, chaque ligne, et ça prend pas beaucoup de place une ligne, mais c'est une porte ouverte sur une histoire. Et ça, c'est fantastique. C'est beaucoup plus intéressant, selon moi, que d'avoir un univers encyclopédique. Excusez-moi, j'en bafouille. Vous avez des tableaux générateurs d'aventures où vous allez pouvoir générer des pitchs à foison en déterminant, qu'est-ce qui est concerné, qu'est-ce qu'il veut, c'est quoi l'objet, ça va être quoi le rebondissement. Voilà, tout est fait pour créer ces tableaux-là. C'est des mécaniques et des mécaniques de création. Vous avez même des mécaniques de création de lieux. Vous allez pouvoir créer des donjons, vous allez pouvoir créer des cryptes, vous allez pouvoir créer des caves, des communautés, des tavernes, des commerces avec leurs noms. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'on y boit? Qu'est-ce qu'on y mange? Des tableaux de rencontres aléatoires par environnement. Dingue, c'est-à-dire que vous baladez en Arctique, vous avez 100 entrées sur ce que vous allez pouvoir rencontrer dans l'Arctique. Vous baladez dans le quartier des artisans, pareil, dans le quartier des châteaux, dans le haut quartier, pareil. Et puis après, dans les plaines aussi, dans les déserts, pareil, dans les rivières, pareil, dans l'océan, encore autre chose. Bon, tous ces tableaux-là, ce n'est pas du tout gadget pour moi. Ça fait partie de la substantifique moelle du Shadow Dark, c'est ce qui va vous permettre d'émuler, de rendre vivant cette aventure. L'univers encyclopédique, on l'oublie en fait, c'est pas intéressant pour cette proposition-là de jeu. Par contre, ces rebondissements-là, ces rencontres-là, c'est ça qui est intéressant. Et ce que vous allez en faire, vous. Alors je ne l'ai pas détaillé, mais en plus du bouquin de base, dans le Kickstarter original et vous allez retrouver, j'en suis intimement convaincu, dans la version française, si vous décidez de pledger, on avait des aventures originales qui étaient sur tout simplement des petits cartons recto-verso, avec des pitchs simples et efficaces. On avait aussi des petits magazines qui détaillaient des propositions avec des teintures un peu plus poussées, un univers un peu oriental, univers viking, enfin voilà, qui permettent véritablement de se rendre compte à quel point ce Shadow Dark, il est malléable, à quel point on peut aussi en faire ce que l'on veut, tout simplement parce que c'est une boîte à outils. Voilà, vous avez devant vous là, pas un livre, mais véritablement une boîte à outils. Une fois que vous avez compris ça, je pense que vous avez tout compris sur, je dirais, l'intention du Shadow Dark. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie pour cette capsule, que vous aurez appris des choses. Vous l'avez compris, je suis assez fan de la proposition, donc j'espère vous avoir convaincu d'y aller vous aussi, et je vous dis à bientôt sur la table des coups cryptiques.